Troisième jour du confinement et comme je me suis engagé, je vais produire donc une vidéo pendant chaque jour du confinement. Hier, on a abordé l'aspect backlog, la gestion des bugs. Aujourd'hui, c'est comment ajouter des items dans un backlog. Alors, déjà, qu'est-ce que j'appelle un item? Parce qu'il y a beaucoup de vocabulaire, user story, issue, etc. Grossièrement, ce que j'appelle un item, c'est une expression de besoin exprimée par un product owner qui va donner comment dire, une production. Donc, vous voyez, item, c'est user story et comment ça s'appelle, issue. On verra dans une autre vidéo tout le vocabulaire qu'on peut retrouver dans un backlog à travers différents outils, features, PBI, user story, Epic, etc., etc. Alors déjà, quand on s'interroge sur le fait d'ajouter des éléments dans un backlog, le premier job que doit prendre un product ou une product owner, c'est de savoir dire non. Parce que vous allez être sursollicité, tout le monde a des besoins qui peuvent couvrir simplement le besoin du client ou qui peuvent certes servir d'autres clients, mais vous aurez toujours une quantité de demandes qui est très supérieure à votre capacité de production. Donc vous allez forcément faire des déçus. Et votre premier job, vraiment, avant de savoir ce qu'il faut ajouter, c'est savoir ce qu'il faut surtout pas mettre. C'est apprendre à savoir dire non. Alors, ajouter les items, c'est pourquoi est-ce qu'on va refuser certains items? C'est pour avoir un product backlog fort avec un engagement fort. Si vous acceptez tout et n'importe quoi, vous allez vous noyer dans vos promesses et votre product backlog ressemblera à rien puisque ce sera simplement un ensemble de doléances qui ont été accumulées au fil de l'eau et c'est tout. C'est pas comme ça qu'on va créer un produit avec une véritable stratégie produit. Le product owner, c'est le propriétaire du produit. Donc c'est quelqu'un à qui on va déléguer la confiance, à qui on va donner sa confiance dans la production d'un produit. Donc il faut accepter de temps en temps qu'on refuse une fonctionnalité. Alors, bon, c'est bien, mais pourquoi est-ce qu'on va ajouter des choses? Pourquoi est-ce qu'on va refuser? On ne peut pas donner une confiance absolue au product owner, il faut quand même la direction, les décideurs doivent, pour être contentés par ce que fait le product owner, donner un cap. Ça, c'est le plus important. Et c'est quelque chose qui n'est pas toujours fait d'ailleurs, c'est que peut avoir des gens qui sont très pertinents en termes de product management, mais on a une direction qui ne sait pas où elle va, qui n'a pas une vision de son produit. Sans vision produit, il n'y a pas de product management. Comment est-ce qu'on peut donner le meilleur d'un produit lorsqu'on ne sait pas où il faut aller? Donc le job de la direction, c'est d'abord de savoir donner un cap. Alors certes, ce cap peut changer, il doit changer en fonction de l'environnement, mais on ne change pas tous les 15 jours en fonction du sprint. Il faut avoir une vision. Quel est notre produit? Qu'est-ce qu'il apporte? Où on va? Et on peut voir qu'il y a un produit donné, entre ce que l'on produit par exemple et un concurrent, le cap, la vision peut être totalement différente. Et ceux qui auront compris la bonne vision par rapport au marché, ce sont ceux qui vont gagner, les autres sont ceux qui vont finir par perdre. Alors, oui, bon, d'accord, la direction nous donne un cap, on sait que le PO ou la PO peut accepter ou refuser des choses, mais qui va nourrir ce product backlog? Qui va proposer des items? Est-ce que ce sont les donneurs d'ordre? Alors oui et non, parce que le donneur d'ordre, ce n'est pas le client, c'est-à-dire ce n'est pas la personne qui va payer pour un produit. Donc elle peut avoir des idées très intéressantes, mais ce n'est pas forcément la personne la plus pertinente. Cependant, c'est souvent elle qui doit donner quand même le cap du produit. Est-ce que c'est le client final qui doit donner les idées d'item? Bah oui et non. On peut avoir des clients qui ont de très bonnes idées et parfois on peut avoir des clients qui n'ont pas du tout de vision. Lorsqu'on demande parfois à des clients ce que vous voulez, à peu près la même chose mais en mieux. Ils n'ont pas, ce ne sont pas des experts de la création de produits, ce ne sont pas forcément les plus aptes à trouver les bons items. Mais en même temps, ce sont parfois ceux qui vont vous sortir des frustrations, des manques et qui vont nourrir votre réflexion pour ajouter des éléments dans votre product backlog. Donc oui et non. Tout le monde, alors à la fin, donc est-ce que c'est pas tout le monde qui peut apporter des idées? Bah si, c'est ça, voilà. Tout le monde, que ce soit vos clients, la presse, internet, les donneurs d'ordre, la concurrence,
Tout le monde est apte à nourrir votre réflexion pour créer votre produit. Et en même temps, est-ce que c'est tout le monde qui peut apporter des idées? Je dirais non, parce que ces idées ne doivent pas être prises telles quelles. Le product owner, ce n'est pas un secrétaire fonctionnel, ce n'est pas quelqu'un qui est juste là pour lister des demandes et les rentrer dans un backlog. On va voir que ce poste demande d'aller beaucoup plus loin dans la réflexion autour du product. Il faut revenir à l'essentiel. Quel est le rôle du product owner? C'est de maximiser la valeur du produit. C'est pas simplement de saisir des listes de doléances et d'aller voir l'équipe de développement pour les réaliser. Ça, au mieux, ça s'appelle un chef de projet fonctionnel. En vérité, le métier du product owner, c'est de prendre toutes les idées qu'il va recevoir de la part de différentes, ce qu'on appelle les parties prenantes. Ça peut être plein de personnes, comme on l'a vu tout à l'heure, la direction, les clients, la concurrence, la presse, des clients finaux, des clients intermédiaires, des prospects, plein. Mais il ne va pas simplement se contenter de prendre ces éléments-là et de les ajouter dans son backlog. Déjà, comme on l'a dit, son premier métier, ça va être de dire non. Il va refuser certains éléments. Alors déjà, pourquoi en refuser? Tout simplement parce qu'on a fixé un cap. Et il se peut que ces éléments-là ne rentrent pas dans le cap. Imaginons par exemple, je fabrique un site e-commerce par exemple, et j'ai décidé que pour mieux servir mes clients, pour ma prochaine version logicielle, je veux augmenter les prestataires pour pouvoir payer en ligne. Donc je veux pouvoir pas simplement intégrer PayPal, mais avoir toutes les banques, avoir certains organismes de crédit par exemple. Eh bien si on me propose actuellement par exemple des items liés à la gestion du catalogue produit, ça rentre pas du tout dans mon cap actuel. Donc je peux le refuser en tout cas pour l'instant. Et deuxièmement, je ne vais pas prendre ces éléments tels quels parce que ces éléments c'est simplement une idée client, mais cette idée elle correspond au mieux, elle va correspondre parfois à un besoin simplement lié au client. Mais est-ce qu'elle va correspondre à un besoin d'une clientèle beaucoup plus large? Est-ce qu'elle est bien réfléchie? Est-ce qu'on aura vu tous les tenants, tous les aboutissants? Il va falloir travailler ces idées pour les transformer en quelque chose qui va devenir une fonctionnalité produit. Parfois même, on va prendre 2 ou 3 fonctions et en transformer ça en une seule fonction. On va prendre 2-3 avis différents et de ces avis va naître véritablement une fonctionnalité. Donc c'est ce qu'on appelle du raffinage. On va prendre quelque chose de brut et on va l'affiner pour essayer d'en faire un diamant. Ça, c'est le premier job du product management. Le deuxième, on a des éléments raffinés, on a des éléments qu'on a refusés. Dans ces éléments raffinés, il va falloir les prioriser. Quels sont les éléments qu'il faut traiter en premier, qu'il faut produire en premier? Et là, il va manquer quelque chose. Le cap peut me permettre de travailler ici, mais c'est pas suffisant. Et là, pas suffisant du tout. Donc il va me falloir une deuxième chose. J'ai mon cap. Il va me falloir ce qu'on appelle une definition of value, alors en français définition de la valeur. Puisque pour maximiser la valeur, il faut au moins un critère pour la définir. Donc ajouter des items, pour moi, c'est deux choses. C'est gérer ses sources d'informations et c'est définir la valeur des items qu'on va ajouter dans son backlog et qu'on va traiter après en développement. Les sources, il y en a énormément. Comme on l'a vu, les donneurs d'ordre, les clients finaux et intermédiaires. Alors, ça peut être du quantitatif ou du qualitatif. Par exemple, si vous faites de l'A/B testing, on va être sur du quantitatif. On va par exemple proposer 2 écrans différents et on va voir sur quel écran on a le meilleur taux de transformation. Ça peut être aussi du qualitatif par de l'interview client. Alors moi, ce que j'aime particulièrement dans le qualitatif, c'est d'avoir ce que j'appelle des informateurs, c'est-à-dire un petit réseau d'utilisateurs finaux que je connais bien, dont je connais bien les produits et avec qui je passe du temps vraiment à discuter. Je vais vous donner un exemple. Avant, je vendais des appliances d'accès Internet, c'est-à-dire tout ce qui permet d'accéder à Internet dans des lieux publics. Et j'avais différents vendeurs, par exemple un qui était spécialisé dans l'installation de ces systèmes Internet dans les hôtels étoilés. Eh bien, ça vaut de l'or parce que cette personne m'explique exactement qu'est-ce qu'attend un hôtel 3 ou 4 étoiles en termes d'accès à Internet pour son public. Eh bien, c'est pas forcément la même chose qu'un hôtel qui est non étoilé, qu'un centre de documentation,
qu'un lycée, qu'une salle de concert, qu'un terminal portuaire par exemple. Donc moi j'avais un petit réseau comme ça de revendeurs qui me donnaient vraiment de l'information qualifiée et surtout qui m'évitaient la politesse de dire oui oui c'est une très bonne idée. Au moins eux ils me disaient franchement ce qu'ils pensaient de mes futurs développements, ce que je les appelais pour leur expliquer ce à quoi je pensais, j'avais un feedback direct. Alors le ghosting c'est tout simplement le fait de s'asseoir à côté d'utilisateurs finaux et de juste regarder ce qu'ils font. Et on apprend énormément de choses. Et dans beaucoup d'entreprises, le PO ou la PO ne fréquente pas les clients, jamais pratiquement. C'est surréaliste, mais vous verrez des entreprises où le product management ne passe pas ses journées chez le client. Pour moi, c'est une grave erreur. Enfin, quand j'appelle client, ça peut être plutôt utilisateurs finaux d'ailleurs. Voilà. Alors, les utilisateurs non clients, je vais vous donner un exemple. La différence entre un utilisateur et un client. Vous installez un WordPress avec un WooCommerce pour monter votre site e-marchand. Vous faites tout toute seule, vous êtes un utilisateur. Vous faites appel à wordpress.com pour une prestation d'hébergement, de blog et de site marchand, vous êtes un client. Eh bien, ces personnes, ces utilisateurs non clients n'apportent certes pas d'argent, mais ce sont parfois des utilisateurs avancés, puisqu'ils sont capables de tout faire tout seuls. Et donc, ce sont des sources d'informations vraiment très pertinentes. Alors les adeptes ou les early adopters sont les passionnés du produit. Là aussi, on peut faire des clubs utilisateurs, on peut faire des événements, on peut avoir pas mal d'informations en retour de ces personnes. La concurrence. Alors là, on peut avoir deux avis sur la concurrence. Soit comme dirait Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, je ne regarde pas la concurrence et moi j'avance parce que je ne veux surtout pas être inspiré par la concurrence. Soit regarder où elle va parce que ça peut être un bon indicateur, surtout quand on est plus petit et qu'on est dans des domaines où on ne peut pas forcément scaler facilement, voir quelles sont les limites de l'ensemble des concurrents peut vous donner l'idée de ce qui est faisable ou pas faisable. Mais il faut toujours faire attention à cette limite-là. C'est un peu comme si on prend par exemple le record du monde du 100 mètres en course. À une époque, personne n'arrivait à descendre en dessous de 10 secondes. Donc tout le monde pensait que c'était impossible. Et à un moment, quelqu'un a explosé ce record et descendu en dessous de 10 secondes. Et cette barrière mentale a explosé. Et après, de plus en plus de coureurs ont réussi à descendre en dessous des 10 secondes. Donc il faut se méfier de l'analyse concurrentielle. C'est quelque chose, moi, je trouve, qui est très nourrissant. Mais il ne faut pas hésiter à défier, à remettre en cause ce que font les concurrents pour dire ils ont tort, on peut faire mieux. Et alors, la donnée, comme je vous l'ai dit, par exemple de l'A/B testing, mais ça pourrait être aussi de la télémétrie, mesurer énormément de données d'utilisation de l'applicatif pour voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Le problème de la télémétrie, c'est qu'on est tous les premiers en termes de product management à dire que c'est un outil génial. Et dès qu'on est utilisateur, on dit surtout je ne veux pas être espionné. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je veux travailler beaucoup. Parce que il faut arriver à faire en sorte de pouvoir proposer une télémétrie qui est acceptable pour l'utilisateur, qui apporte vraiment la valeur sans dénaturer la capture de données. Et tous les feedbacks qu'on peut avoir, mais d'ailleurs quand on voit du ghosting, c'est feedback, les utilisateurs non clients peuvent faire du feedback. Enfin, tous les feedbacks possibles doivent permettre de nourrir le support aussi, le support utilisateur. Très bonne source d'inspiration. Vous mettez en production une feature, et bien tout de suite, moi ce que je fais lorsque j'ai surtout des versions majeures, c'est que je vais me renseigner auprès du support pendant plusieurs jours d'affilée et pour tâter un peu le pouls. Qu'est-ce qui est apprécié? Qu'est-ce qui fait grincer des dents? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai beaucoup de tickets sur un sujet donné? Le support me permet de prendre le pouls de l'application. Alors là, j'ai des sources, mais maintenant je vais obtenir beaucoup d'idées. Le problème, c'est comment évaluer qu'une feature, qu'un PBI, qu'un item, on va dire, mérite de rentrer dans le backlog, puis après même mérite d'être priorisé. Et le problème, c'est que je vais avoir de nombreux parties prenantes. Il faut une règle du jeu qui soit claire pour décider si je vais accepter un élément dans le backlog et si je vais le prioriser. Sinon, forcément, je vais créer des inimitiés. Je vais créer du clientélisme parce que je vais faire passer plutôt une fonctionnalité qu'une autre et ça sera apprécié par une personne et par exemple très, très mal apprécié par une autre personne. Donc il faut pour moi, je pense, des règles du jeu pour tous les acteurs qui soient très clairs, où chacun a le même niveau de... Alors, enseigne, chacun est à la même enseigne, voilà, chacun a le même niveau de renseignement, chacun comprend qu'il y a une seule façon d'évaluer. Alors il y a quelque chose qu'on appelle la définition of value.
grossièrement, je crois que j'en parle après, voilà. C'est un ensemble de critères qui va permettre de créer une espèce de notation du produit. Alors par exemple, je vous donne un exemple très très basique, on pourrait dire, là par exemple j'ai 7 items, je vais dire que la valeur, je vais donner jusqu'à par exemple 10 points sur la valeur client, c'est-à-dire combien est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça apporte au client. Bah, je vais vous donner l'exemple, je veux dans un site marchand pouvoir commander sans avoir à ressaisir mes identifiants de carte bleue et mon adresse, etc., etc. Pour moi ça vaut par exemple 10 sur 10, parce que c'est vraiment quelque chose de très pénible. La valeur business, c'est est-ce que ça va m'apporter moi en termes d'entreprise. Bah, si par exemple je suis un e-commerçant, c'est vrai que quand on le voit par exemple si on est client par Amazon, la carte bleue est déjà là, l'adresse est là, ça facilite, ça rend la commande plus fluide et en attendant ça a augmenté les commandes. Donc si j'estime que ça peut m'apporter, et après je pourrais d'ailleurs le mesurer en termes de feedback, que ça va par exemple m'apporter, je ne fais pas plus de 1% de mes ventes, je vais dire que pour moi c'est un 8 sur 10 par exemple. La faisabilité, est-ce que c'est faisable? Là par exemple stocker un numéro de carte bleue, alors il y a des aspects de sécurité, il faut quand même faire attention. Voilà. Stocker l'adresse, on va dire, allez, c'est un 6 sur 10, c'est assez facile à faire par exemple. La facilité d'usage, bah alors là par exemple, si c'est bien fait en termes de UX UI, c'est un 10 sur 10 par exemple parce que justement ça enlève des étapes dans la commande. Et moi j'aime avoir si ça ce sont des éléments classiques souvent qu'on a dans la définition de la valeur. Après chaque entreprise peut, ou pour chaque produit on peut avoir des différents, mais ça ce sont les grands classiques. Moi ce que j'aime beaucoup c'est avoir le contexte parce que pour moi une valeur elle n'est pas figée. Par exemple, le contexte, c'est dans 3 mois ou dans 6 mois, j'ai un salon et je veux mettre en avant telle fonctionnalité. Si c'est dans 6 mois, là, le contexte par rapport à ça, c'est 0 sur 10. Et plus je vais me rapprocher dans le temps, plus ma valeur va changer. C'est pour ça que le backlog doit être mis à jour en permanence. Donc là, je suis à 0 sur 10, mais la valeur, elle va augmenter à 10 sur 10 dans 4 mois, parce qu'il ne restera plus que 2 mois pour faire la fonctionnalité. La fraîcheur, ça, c'est très important aussi. Il n'y a rien de pire que de prendre une fonctionnalité qui a été écrite, dont l'expression de besoin a été écrite il y a 6 mois, et essayer de se rappeler de ce à quoi ça sert. Et en plus, je l'ai remarqué, le logiciel en plus a évolué entre deux, donc entre l'expression de ce besoin, on l'a pensé par rapport à un applicatif qui n'existe plus, parce qu'en 6 mois, par exemple, ce besoin a évolué. Et même si parfois c'est pas forcément lié, j'ai remarqué que plus on laisse pourrir, entre guillemets, plus on laisse attendre une fonctionnalité, plus quand on la ressort, elle reste pas un peu défraîchie et quand ça passe en développement, ça donne jamais franchement quelque chose de terrible. Les gens n'ont plus le truc dans la tête puisque ça fait des mois qu'on a discuté. Et puis il y a quelque chose qui fait que c'est rarement, ça marche rarement bien. Donc empiriquement, je sais que ça marche pas très bien. Et puis aussi, on pourrait mettre aussi une note de feedback. C'est par exemple, on a produit quelque chose qui est en prod. Et là, on a un retour, soit qualitatif, quantitatif, sur la fonctionnalité. Et par exemple, une nouvelle fonctionnalité va permettre d'étendre par du feedback. Donc vous voyez, on peut avoir différents éléments qui permettent de définir cette définition de la valeur. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit définir avec les parties prenantes. Puisque justement, puisque les règles du jeu doivent être claires entre le PO ou la PO et les parties prenantes, il faut que ça soit un contrat validé, défini ensemble entre le product management et les parties prenantes. Comme ça au moins, on a accepté une règle commune et toutes les parties prenantes sont à la même enseigne. Donc ça évite le copinage ou ça évite les frustrations parce qu'une fonction a été avantagée par rapport à une autre. Alors, on a un moyen d'ajouter des fonctionnalités. On a un moyen de les prioriser. Un autre élément qui est très important dans le backlog, c'est de ne pas produire d'items. Je parle bien dans le backlog, pas en développement. De ne pas produire ni trop ni pas assez d'items. Pourquoi? Si vous n'avez pas assez d'items, qu'est-ce qui va se passer? Soit votre équipe de développement va être en sous-production, soit vous allez définir des spécifications en mode totalement à l'arrache et ça va donner du grand n'importe quoi en développement. Vous allez vous fâcher avec l'équipe de dev, elle aura totalement raison là-dessus. Si vous produisez trop, vous allez vous retrouver une quantité d'éléments qui vont perdre de la valeur, puisqu'on sait que la stratégie, par exemple, on peut avoir une stratégie version par version, tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Donc on va voir sortir à un moment des trucs qui ont été produits, définis il y a 6 mois, qui sont plus du tout dans la logique, dans le cap actuel. Le produit a évolué, donc la spécification est plus du tout adaptée, faut la réécrire, les gens l'ont plus en tête parce qu'à un moment ils se sont vraiment investis pour travailler dessus, les parties prenantes,
les membres de l'équipe de développement, le design, etc. Et donc on vous sort un truc qui est plus adapté, qui est défraîchi, c'est pas idéal. Donc le bon moyen, c'est d'arriver à produire assez pour avoir un flux continu de production sans avoir trop d'items défraîchis. Alors si on prend par exemple Scrum, ce qui peut être fait, c'est d'avoir 1 à 2 sprints d'avance. C'est-à-dire quand l'équipe de développeurs est en train de développer, le product management, lui, va commencer sur ce sprint à prévoir des items pour les sprints suivants. Si par exemple, si là je suis sur le sprint 1, bah, sprint 2, le sprint 3 par exemple. D'avoir un peu d'avance, mais pas trop d'avance. Et c'est toute la complexité aussi du product management, c'est d'arriver à maintenir ce flux. Alors ça peut être très compliqué quand on a par exemple quand on est sur une activité avec des obligations légales, où toutes les lois peuvent se retrouver à être votées en rafale pendant 2 mois et on peut se retrouver pendant 8 mois beaucoup plus au calme. Donc c'est pas forcément simple à maintenir, mais c'est le meilleur moyen ou le moins mauvais moyen qu'on connaisse en tout cas pour arriver à avoir un product management de qualité. Donc si on en revient, les trois pierres angulaires pour moi c'est de savoir ajouter les bons items, bien savoir les prioriser et arriver à maintenir un flux constant qui permet d'avoir des items produits au plus proche possible de leur période de développement. Alors, je crois que c'est le dernier slide, oui. Comment est-ce qu'on arrive aussi à maturer, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive de l'idée à l'item finalisé. Alors là, je vous ferai je pense, une autre vidéo. Il y a soit ce qu'on appelle les séances d'affinage, où il y a des méthodes comme les 3 amigos, et j'aimerais vous produire ça parce que de l'idée à vraiment l'expression de besoin finalisé, c'est pas un travail solitaire, ce n'est pas que le PO ou la PO qui travaille, c'est l'équipe de développement, ce sont les business analysts. Ça peut pas se travailler tout seul, c'est le design aussi. Donc je pense qu'il faudra que je fasse aussi une vidéo sur la notion de maturation. Voilà.